OK, je pense qu'on va commencer, docteur Samira. Il est 15h14. Merci à tous les participants d'être là aujourd'hui. Comme vous savez, c'est le dernier webinaire de la série de 3 webinaires sur les requins et les raies. Et donc, aujourd'hui, c'est la clôture avec l'identification des raies, l'identification, la lutte contre les menaces, le suivi des requins, raies et tout. Donc, je passe la parole à Dr. Samira, qui est l'animatrice pour vous présenter le contenu. Merci Ursula. Donc, vous voyez mon écran, c'est clair? Pour moi, c'est clair. En mode diaporama. Donc, Oui. merci Rastoma pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour découvrir donc ce monde qui est normalement pour moi très, très fascinant, très différent. Et ce sont les raies donc, de l'Afrique ouest tropicale. Et donc, je vais essayer de présenter l'essentiel des espèces et les différentes méthodes d'identification. Commençons d'abord par la présentation de ce groupe. En fait, les hypotrèmes représentent le deuxième groupe des élasmobranches. Donc, ce sont des poissons cartilagineux, mais leur fente bronchiale, les fentes bronchiales sont situées au niveau de la face ventrale. Voilà donc les 5 paires de fentes bronchiales. Chez les requins, ces fentes s'ouvrent sur les côtés. Et chez les chimères, ces fentes sont recouvertes par une sorte d'opercule. Donc, les raies datent depuis le Jurassique. Donc, leur apparition, c'était durant l'ère secondaire, à peu près 2000 ans après l'apparition des requins archaïques. Et donc, cette période, elle est caractérisée par la radiation des requins hippodontes et l'apparition des raies. Pour commencer, nous avons besoin d'avoir une idée pour les différents termes techniques et les mesures nécessaires. Donc, ce diapo présente l'allure générale d'un batoïde. Donc, qui a un disque qui est aplati dorso-ventralement. En fait, la plupart des espèces de ce groupe-là, ce sont des espèces qui vivent sur les fonds. Et donc, la forme du corps facilite le déplacement et l'alimentation sur les fonds. Donc, le corps, le disque, il est aplati dorso-ventralement. Les nageoires pectorales sont sont élargies et sont fusionnées avec la tête. Voilà. Il faut noter que chez les batoïdes et comme tous les élasmobranches, il y a un dimorphisme sexuel, donc non pas seulement avec la présence des organes de copulation leptorygopodes, mais encore avec la présence des épines malaires et des épines alaires. Ce sont des épines spécifiques chez les mâles, mais elles ne sont présentes que chez quelques groupes. Donc, la face dorsale abrite les orbites, donc les yeux. Les spiracles donc s'ouvrent au niveau de la face dorsale. Et voilà la partie caudale. Donc, la forme de la queue, elle est très différente chez ce groupe. Elle est très diversifiée. Elle peut être en forme de fouillet. Elle peut être charnue et courte ou bien mince, qui peut porter des nageoires ou bien non. Et généralement, on ne considère pas chez les batoïdes la longueur totale, puisque ce groupe il est débarqué généralement avec une queue qui est coupée. Donc, on considère que ce soit la longueur du disque qui est mesurée à partir de l'extrémité du museau jusqu'à la partie postérieure des nageoires pelviennes.
ou bien la largeur du disque qui est donc mesurée de part et d'autre des extrémités antérieures et postérieures des nageoires pectorales. Donc, la face ventrale, elle porte la bouche qui est généralement dotée de dents qui sont donc non pointues, mais les dents sont généralement donc aplaties. Et au niveau de la face ventrale, il y a aussi les narines, le cloaque et donc, bien sûr, les 5 paires de fentes bronchiales. Pour la classification des batoïdes, plusieurs critères sont adoptés par les systématiciens, tels que la forme générale du corps, qui peut être plus ou moins allongée, ou bien rhomboïdale, ou bien la forme de la queue qui peut être donc courte et charnue, ou bien mince et allongée, ou même enfouée. Un autre critère peut être utilisé, c'est la présence ou l'absence des nageoires dorsales. Il y a des groupes donc qui possèdent des nageoires dorsales et d'autres qui n'ont pas. La présence ou l'absence des aiguillons chez quelques espèces, ou bien des tubercules et des sortes d'épines dispersées, que ce soit sur la totalité du disque ou bien au niveau de la caudale. Et de même, la forme de la tête, si elle est distincte ou bien confondue avec le disque. Donc, on peut voir des espèces possédant une tête qui est bien identifiée ou bien celle où la tête et les nageoires pectorales sont confondues. Durant cette présentation, j'ai adopté l'article de Willingman. C'est un article qui est récent, 2016, et qui traite la liste des requins et de raies dans tout le monde et les classes selon des critères bien déterminés. En fait, Wigman divise les élasmobranches en plusieurs ordres, alors que d'autres systématiciens donc, les classent selon un seul ordre, les ragiformes. Mais j'ai choisi de présenter cette checklist de Wigman puisqu'il décrit bien les groupes selon des critères plus détaillés et donc il nous présente des détails bien clairs pour chaque groupe. Pour l'identification des espèces et des familles de la zone, donc le golfe de Guinée, l'Atlantique oriental tropical, j'ai considéré trois guides. Le premier, c'est le guide des espèces commerciales dans le golfe de Guinée, donc produit par les FAO. Le deuxième, c'est le guide de Céré, le guide d'identification des principales espèces de requins et des raies de l'Atlantique oriental tropical. Et un troisième aussi de Bernard Céré, et qui concerne les poissons de mer de l'Ouest africain tropical. Donc, après avoir consulté ces différents guides, il a paru que les côtes africaines, ouest africaines tropicales abritent au minimum 6 ordres. Le premier ordre concerne les pristiformes, donc connu par ce rostre qui est dentelé, qui est donc spécifique pour ce fameux poisson-ci. Le deuxième ordre concerne les torpidiniformes, donc qui possèdent un corps qui est donc charnu, une queue qui possède une nageoire caudale bien développée et deux nageoires dorsales bien développées aussi. Le troisième ordre concerne les rhiniformes, donc qui possèdent un corps qui est allongé, squaliforme. Ce groupe il est caractérisé par la présence de leur première nageoire dorsale au niveau des pelviennes et une nageoire caudale formée par deux lobes. L'ordre suivant, c'est l'ordre des rhynibatiformes, donc les poissons guitares,
bien qu'il ressemble un peu à l'ordre des rhiniformes, mais il y a des différences qui sont bien distinctes. La première, c'est la position de la première nageoire dorsale qui est bien en arrière des insertions des nageoires pelviennes et la présence d'une nageoire caudale unilobée. Et donc, on ne voit pas la deuxième lobe postérieure. L'ordre suivant, c'est l'ordre diragiforme, donc caractérisé par un corps qui est aplati dorso-ventralement avec des bords qui sont minces. La queue, elle est bien mince et plus ou moins allongée, mais le plus important, qu'elle porte deux nageoires dorsales avec une nageoire caudale rudimentaire. Le dernier ordre, c'est l'ordre d'Emiliobatiforme, donc caractérisé par un corps rhomboïdal, généralement nu, et qui porte une queue avec un aiguillon dentelé, donc en dents de scie. Ce groupe est caractérisé par l'absence généralement de nageoire dorsale. Donc, dans la partie, les côtes ouest-africaines tropicales, 11 espèces, 11 familles sont identifiées. Nous allons maintenant passer famille par famille et espèce par espèce pour faciliter et donner les critères d'identification pour chaque groupe. Commençons donc par l'ordre des pristiformes. Cet ordre elle est présenté par une seule famille, c'est la famille des Pristidés, donc les poissons-scies. Les poissons-scies donc sont connus par ce fameux scie dentelé, donc avec ces dents. Ce groupe-là, il est présenté dans le monde par au moins 6 espèces. Mais les dernières études systématiques, génétiques et microbiologiques systématiques et génétiques ont montré que dans le monde, il n'y a plus que 3 espèces. Les espèces Pristis microdon et Pristis peroteti sont 2 espèces synonymes aux poissons-scies communs Pristis pristis. Donc, dans le monde, il n'y a plus que 3 espèces et dans les côtes tropicales de l'Atlantique Est, donc il y a 2 espèces seulement. J'ai commencé par ces deux espèces puisque ce sont les espèces les plus en danger partout dans le monde et sont au bout de l'extinction. Donc, la première espèce, le poisson-scie commun, il est connu par le poisson-scie à grandes dents espacées. Donc, les dents sont bien espacées et de cette façon, le nombre de dents, il est inférieur à la deuxième espèce. Le nombre de dents ne dépasse pas 24 paires de dents. Et donc, la deuxième caractéristique qui permet l'identification de cette espèce, c'est la présence de nageoires caudales avec les 2 lobes, bien que le lobe ventral il est peu marqué. Voilà. De même, l'insertion de la première nageoire dorsale, elle est un peu en avant par rapport aux nageoires pectorales. La deuxième espèce, elle est connue par le nom de poisson-scie à petits dents. Donc, les dents sont bien petites, d'où le nombre de dents peut atteindre une trentaine de paires. Et cette espèce est connue par une nageoire caudale sans lobe ventral distinct. Donc, cette espèce, elle est connue par une nageoire caudale unilobée. De même, l'insertion de la première nageoire dorsale, elle est relativement au même niveau que les 2 nageoires pelviennes. Donc, ces espèces sont pêchées non pas pour la consommation du chair,
ou bien pour la commercialisation des ailerons, mais c'est pourtant pour leur scie qui est dentelée, utilisée généralement pour la décoration dans les maisons. Voilà, c'est un exemple d'un prestige et on peut déterminer l'espèce à partir du nombre de dents dans donc ce museau. Voilà, le nombre, il est de l'ordre de trentaine et vous remarquez bien que les espèces sont bien, les dents sont bien éloignées par rapport aux espèces, aux dents antérieures. Et donc, c'est le prestige pectinata. Donc, c'est le poisson-ci à petites dents. Passons maintenant à la famille, à l'ordre des torpidiniformes et la famille des torpidinidés. Cet ordre, donc, il est représenté par une seule famille dans la zone. Et cette famille, elle est connue par sa tête qui est non distincte du disque. Elle est charnue et épais. La queue, elle est bien développée et massive avec donc deux nageoires dorsales qui sont présentes. Et au niveau de la face ventrale, on peut bien voir l'organe électrique qui caractérise cette famille. Donc, dans la zone, deux genres sont identifiés, le genre torpedo et le genre tetronars. Donc, le premier genre est caractérisé par des spiracles qui portent soit des papilles ou bien des tentacules. Et pour le genre tétronacre, il est caractérisé par des spiracles qui sont totalement lisses, sans papilles ni boutons. Donc, pour le premier genre, 3 espèces sont identifiées. La torpille commune torpedo, connue par la présence au niveau des spiracles de 8 à 10 petites papilles. Ce sont 2 types de boutons, de petites boutons. Et donc, le corps, il est caractérisé par la présence habituellement de 5 ocelles, donc bleu, cerclé de noir et aréolé de jaune. Le nombre d'ocelles peut changer de 1 jusqu'à 9 et même ne pas être présent. Donc, le critère d'identification, nous devons focaliser sur la forme des spiracles pour bien identifier les espèces. La deuxième espèce, c'est la torpille marbrée, donc caractérisée par la présence de spiracles avec 6 à 8 longues tentacules formant une sorte de rosée sous les yeux. Et le disque, il est donc porte des marbrures et des taches irrégulières. La troisième espèce, c'est la torpille de Pochota, Torpedo pochotai. Cette espèce, elle est caractérisée par une coloration dorsale très bigarrée avec de nombreuses taches claires et sombres formant des rosées. Pour les spiracles, ces spiracles portent de 9 à 11 petites tentacules, mais les tentacules ne convergent pas vers le centre, elles convergent vers l'extérieur. Donc, le deuxième genre de cette famille, c'est le genre Tetronars, donc caractérisé par la présence des spiracles totalement lisses. 2 espèces sont identifiées, Tetronars nobiliana, donc la torbille noire, et Tetronars macayana. La première, elle est caractérisée par une coloration uniforme brun foncé à gris, et la deuxième, donc, elle est caractérisée par un dos qui est gris, mais qui est parsemé par des taches irrégulières brunes ou bien blanchâtres. Il faut noter que pour le premier genre, la première espèce, donc la torpille commune et la torpedo de Pochota, ce sont des petites torpilles ne dépassant 60 cm, alors que la torpille marbrée, c'est une grande torpille qui peut atteindre même 1 mètre de longueur totale.
La totalité des espèces, ce sont des espèces côtières. Donc, ce sont des espèces qui vivent, benthiques, qui vivent sur le fond à des profondeurs ne dépassent pas 100 mètres. Pour les deux espèces donc, de deuxième genre Tetronars, donc ce sont des espèces donc, aussi côtières, mais celle-là, donc Tetronars macayana, c'est une espèce plus côtière à des profondeurs ne dépassant pas une trentaine de mètres. Passons maintenant à l'ordre suivant, c'est l'ordre des rhiniformes, donc caractérisé par cette forme spécifique, donc allongée, squaliforme. Cet ordre, une seule famille a été donc identifiée dans la zone, c'est la famille d'Ironcobatidae, et encore une seule espèce, le poisson coq africain. Donc, ce groupe, il est caractérisé par un corps qui est squaliforme. Donc, voilà. La première nageoire dorsale, elle est située au-dessus des pelviennes. La nageoire caudale, elle est bilobée, donc deux lobes antérieurs et postérieurs. Aussi, il y a deux rangées médianes, voilà, de fortes granules épineux. Ces deux rangées dorsales sont surtout au niveau, sont développées au niveau de la nuque. Le dos, il est beige, mais il peut être bigarré par des taches circulaires blanchâtres. Cette espèce, elle est une espèce côtière, ne dépassant pas des profondeurs de 40 mètres. Et elle peut atteindre des tailles supérieures à 3 mètres. Voilà, l'espèce a été, j'ai sélectionné cette photo à partir des photos donc partagées durant par les participants durant ce webinaire, et l'espèce a été donc débarquée par un chalutier. L'ordre suivant, c'est l'ordre des rhinobatiformes, donc caractérisé par la présence, donc par un disque qui est plus long que large, par la présence de la première nageoire dorsale plus en arrière par rapport à la nageoire pelvienne, et la nageoire caudale, elle est formée par un seul lobe. Plusieurs espèces plusieurs poissons guettars sont identifiés dans la zone. Je pense que nous avons 5 espèces. Donc, la première, c'est le poisson guettard à pointe blanc. C'est le Rhinobatos albamaculatus. Cette espèce, elle est caractérisée par un museau donc pointu, d'où son nom. Le cartilage du rostre, donc, sont bien développés, bien séparés sur toute leur longueur. Ensuite, donc, de nombreuses ponctuations éparpillées sur tout le corps, donc la tête jusqu'à la partie caudale, mais ces ponctuations sont distribuées de façon symétrique. Donc, c'est une espèce de côtière c'est un petit rhinobatidae ne dépassant pas les 40-80 cm de longueur totale et vivant donc sur les fonds à des profondeurs de 30 mètres. La deuxième espèce, c'est le poisson guettard à dos épineux. Donc, ce rhinobatidae, il est caractérisé par un museau pointu. Les deux rostres sont bien séparés sur toute la longueur donc, du museau. Le dos, il est brunâtre, donc il est brun verdâtre, mais avec des taches claires, irrégulières. Donc, ces taches-là sont entourées de noir et formant au niveau entre les yeux un X entre les yeux. Voilà l'X caractéristique de ce groupe-là. L'espèce est un petit rhinobatidae ne dépassant pas le 1 mètre
Et c'est une espèce donc côtière vivant sur les fonds ne dépassant pas 30 mètres. L'espèce suivante, c'est le poisson guitare à nez émoussé. Donc, comme le dit le nom, le museau, il est obtus. Les valvules spirales de ce rhinobatidé sont donc s'étendent bien sur l'espace internasal et presque jointives. La coloration de cette espèce, elle est uniforme brunâtre, mais avec quelques petites taches claires, surtout chez les juvéniles. C'est un petit rhinobatidé de maximum 1 mètre et c'est une espèce côtière. Il faut noter que la plupart des espèces des rhinobatidés, ce sont des espèces en danger partout dans le monde. Ensuite, le plus grand rhinobatidé de la famille, c'est c'est le poisson commun maintenant. C'est le poisson commun, guitare commun Rhinobatos rhinobatos. Il n'est pas le plus grand. C'est un rhinobatidé qui peut atteindre la taille de 1 mètre et c'est une espèce côtière. Elle est caractérisée par la présence d'un museau qui porte des crêtes rostrales qui sont nettement séparées sur toute leur longueur. Ensuite, les valvules nasales donc antérieures s'étendent sur l'espace internasal et voilà, ce sont les valvules nasales antérieures qui s'étendent donc un peu au niveau de cet espace entre les deux narines internasales. Le caractéristique suivant, c'est la présence d'une rangée de petites épines sur la ligne médio-dorsale. La peau, elle est lisse et ce rhinobatidé, il est caractérisé par un museau qui ne porte pas de taches au niveau de la face ventrale du museau. Bon, le poisson guitare fuisseur, l'espèce suivante, et c'est le plus grand rhinobatidé de la zone, qui peut atteindre une taille aux alentours de 2,60 m. Donc, cette espèce, elle est caractérisée par un museau, donc qui porte des crêtes rostrales qui se rejoignent vers le bout du museau. Les valvules nasales antérieures ne s'étendent pas sur l'espace internasal. Voilà. C'est exactement comme ça. Voilà, ce sont les valvules nasales antérieures. Il faut noter que les valvules nasales de cette espèce, elle est bilobée, donc formée par 2 lobes, sont ici un peu clairs. Voilà, lobe postérieur et lobe antérieur. Et la partie antérieure ne s'étend pas entre l'espace internasal. Cette espèce, elle est caractérisée aussi par une rangée de petites épines. Voilà. Et sur la ligne médio-dorsale, la peau, elle est rugueuse, portant donc de fines épines ou bien denticules. Et généralement, la face ventrale, au bout du museau, il y a une tache noirâtre, mais cette tache peut ne pas être ne marque pas cette zone puisqu'elle disparaît à fur et à mesure que le spécimen donc grandit. C'est une espèce côtière, donc c'est le plus grand poisson guitare de la zone. Passons maintenant à la deuxième famille de cet ordre, l'ordre des rhinobatiformes. C'est la famille des Zanobatidae, la rétigrée. Donc, le corps, il est un peu spécifique, il est presque circulaire, avec un museau obtus. La queue, elle est bien démarquée du corps, donc c'est la caractéristique de cette famille. Pour la rétigrée, donc la première espèce de cette famille, elle est caractérisée par la présence, donc à ce niveau-là, de ces cercles concentriques de petites tubercules épineux sur
tout le disque. Voilà, c'est ces cercles concentriques qui portent de petites épines. Le corps, il est gris à brun et qui porte des bandes transversales. Voilà, ces différentes bandes, mais le corps, il est soyeux. Loin de ces cercles concentriques qui portent les épines, le corps, le disque, il est lisse. Voilà, donc dans la nature, cette espèce caractérisée par ces bandes transversales qui caractérisent cette espèce. Donc, c'est une espèce ne dépassant pas les 60 cm de longueur totale et elle vit à des profondeurs de l'ordre de 40 mètres. Mais, dernièrement, en 2016, une deuxième espèce a été décrite dans la zone. Cette espèce, elle a été décrite en 2016 par Serré à partir de spécimens collectés dans le golfe de Guinée, donc à l'Atlantique centre-est. La nouvelle espèce donc se distingue de l'espèce précédente, donc son congénère sympatrique Xenobatus scholoni, par la taille. En fait, cette espèce, ce Xenobatus maculatus, est une espèce de petite taille, ne dépassant pas les 30 cm de longueur. De même, il y a une autre spécificité, ce sont les motifs épineux circulaires. Ils sont bien marqués, ils sont bien individualisés par rapport à l'espèce précédente. Une autre différence, ce sont cette espèce, elle est appelée rémaculée. C'est grâce à ces macules-là, à ces taches éparpillées sur la totalité du disque et aussi de la queue. Donc, cette espèce-là, il paraît que, bien qu'elle est décrite en 2016, il paraît que c'est l'espèce la plus abondante dans la zone. Donc, il faut faire attention lors du collecte de données. Donc, il paraît que c'est l'espèce la plus abondante dans les débarquements. Passons maintenant à l'ordre suivant. C'est l'ordre de Myliobatiformes. Et la première famille, c'est la famille des Myliobatidae. Cette famille, elle est caractérisée par une partie antérieure de la tête qui est bien distincte du disque. Le deuxième critère, c'est l'absence d'une nageoire dorsale. Désolé, c'est la présence d'une seule nageoire dorsale, mais il n'y a pas de nageoire caudale. Et les yeux ainsi que les spiracles sont situés au niveau des côtes de la tête. Donc, à côté, les yeux et les spiracles. Cette famille, elle est représentée par une seule espèce, c'est l'aigle commune, Myliobati aquila. Cette espèce, elle est caractérisée par un museau qui est protubérant et arrondi. Et de même, la partie antérieure du pectoral, elle est en continuité avec la reste des nageoires pectorales. Voilà. Les bords du pectoral sont en continuité avec le museau. Il n'y a pas de discontinuité à ce niveau-là. La famille suivante, c'est la famille d'Isatobatidae. Cette famille, elle est représentée par au moins deux espèces. La première, c'est l'aigle vachette Aetomylaeus bovinus, appelé encore Pturomyalus bovinus. Cette espèce, elle est caractérisée par un museau qui est très proéminent. La partie avant de la tête, elle semble donc, elle ressemble à un bec de canard. Voilà, ce bec de canard. Donc, la tête et le museau, il est très proéminent. La partie rostrale donc, du pectoral, elle est entièrement séparée du reste donc, des nageoires pectorales. Donc, la nageoire pectorale, la partie antérieure, elle est en discontinuité au niveau des yeux avec la partie, avec le museau.
C'est la partie la plus donc, antérieure du pectoral. Cette espèce, elle est caractérisée par la présence des bandes donc transversales plus claires et l'espèce peut atteindre des tailles importantes, une envergure discale de l'ordre de même 2 mètres. La famille suivante, donc l'espèce suivante de cette famille, c'est l'aigle de mer léopard. Donc, cette raie, la raie léopard, elle est reconnue grâce à sa forme losangique. Et le deuxième critère, c'est la coloration. Le dos, il est gris à brun, plus ou moins foncé et parsemé par ces taches blanchâtres. Donc, voilà les caractéristiques de la famille. Le museau en bec de canard, l'absence de nageoire caudale, la queue, elle est enfouie et voilà aussi la partie antérieure du pectoral, elle est en discontinuité avec le reste du pectoral au niveau des spiracles et des yeux. Maintenant, passons à la famille suivante, c'est la famille des Mobulidés, la famille des diables de mer. Donc, cette famille, elle est caractérisée par la présence d'une partie antérieure de la tête qui est distincte du disque. Les yeux et les spiracles sont situés au niveau des côtes de la tête et la présence d'une nageoire céphalique. Cette espèce, elle est présentée par 2 genres. Le genre Mobula, caractérisé par une bouche qui est qui s'ouvre au niveau de la face ventrale, et le deuxième genre, c'est le genre Manta qui s'ouvre donc au niveau, donc il est terminal, ce bouche-là, et s'ouvre directement donc au niveau des 2 nageoires céphaliques. Alors que le genre Mobula, donc la bouche, elle est au niveau de la face ventrale. Cette famille-là, elle est présentée par plusieurs espèces. Le genre Manta, il est présenté par une espèce. C'est une seule espèce, c'est la raie Manta océanique. C'est la plus grande Manta donc océanique. Elle atteint environ 7 mètres d'envergure discale. Cette espèce-là, elle est caractérisée par la présence donc des taches blanches situées sur les épaules parallèles à l'avant de la tête. Donc voilà, c'est une forme de T, donc deux taches blanchâtres à droite et à gauche. De même, il y a une tache, bien que ce n'est pas très clair, au niveau de la nageoire dorsale, il y a une tache blanche jaunâtre, pâle, claire, en forme de chevron, et elle est visible donc au niveau de l'insertion des nageoires dorsales. Cette espèce, la face ventrale de cette espèce, elle est blanche dans sa partie antérieure, ne présentant pas de coloration au niveau des fentes branchiales, mais il y a une grosse tache semi-circulaire, donc elle est présente au niveau juste sous le 5e fente branchiale. Les bords des postérieurs, donc des pectorales au niveau de la face ventrale, présentent une marge plus sombre, donc foncée, qui peut recouvrir la surface donc postérieure des nageoires pectorales, donnant une forme de V pour cette partie donc ventrale. Cette espèce, donc, c'est une espèce pélagique. Passons maintenant à l'espèce, au deuxième genre, le genre Mobula. Cette famille, le genre Mobula, il est présenté, je pense, par 2 espèces. Voilà, l'arrêt diable de Petit-Guinée, donc Mobula recherburini. Donc, cette espèce-là, elle est durant les dernières études génétiques et les investigations pour les systématiciens, ils ont bien montré que cette espèce-là, elle est taxonomiquement identique
à mobila et postoma, et qui est la grande raie donc, océanique. Donc, Mobila rocherbini, elle est maintenant classée synonyme à Mobila et postoma. Et cette espèce, elle est caractérisée par l'absence des épines au niveau de la nageoire dorsale, et la face dorsale, elle est totalement uniforme et sombre. Ce mobilidé est un petit donc mobula, est un petit mobula de taille ne dépassant pas le 1,30 m. La troisième espèce, c'est le diable de mer géant de Guinée, appelé autrefois Mobila coiloiti, mais les études génétiques ont montré bien que cette espèce-là est synonyme de Mobila trapacana. C'est l'espèce la plus donc, abondante dans l'océan Indien et dans l'océan Indien et même Atlantique. Cette espèce c'est un diable de petite taille, ne dépassant pas le 1,70 m d'envergure discale, caractérisé par une coloration grisâtre vert à grisâtre brun, uniforme. Donc, elle est caractéristique, cette coloration. La face ventrale, elle est blanche du côté antérieur et gris pâle du côté postérieur. Et la queue en forme de fouet, mais la queue, cette fois, elle est courte et rigide. Et la taille, elle est inférieure à la largeur du disque chez les adultes. Passons maintenant à la famille suivante, c'est la famille des Gymnuridae. Cette famille est caractérisée par un disque qui est donc losangique, 2 fois plus large que long, et caractérisée aussi par une queue qui est très mince et courte. Cette espèce-là, cette famille-là, elle est représentée par 2 espèces dans la zone. La première espèce, c'est Gymnura altavilla, la raie papillon épineuse, caractérisée par la présence, donc, au niveau des spiracles d'une seule tentacule. Voilà, cette petite tentacule au niveau des spiracles caractéristique la famille du Gymnuridae. Le dos, il est caractérisé par des marbrures donc, et des taches de coloration variée de teinte de brun. Mais la caractéristique la plus importante pour cette espèce, c'est la présence de ce petit tentacule au niveau des spiracles. La deuxième espèce, elle est sans tentacule, c'est Gymnura mucrura, la raie papillon glabre. Donc, le spiracle ne possède pas cette tentacule. Il n'y a pas de tentacule. Pas d'aiguillon, il n'y a pas d'aiguillon au niveau de la queue. Et le dos, il est caractérisé par des verniculations et des taches donc, variées. Passons maintenant à la famille suivante, c'est la famille des Dasiatidae. La famille des Dasiatidae est caractérisée par une tête qui est non distincte du disque. Le disque, il est lisse et rhomboïdal. Et la largeur du disque, elle est légèrement supérieure à sa longueur. La queue, elle est beaucoup plus longue que la largeur du disque. Il n'y a pas de nageoire dorsale ni caudale et cette espèce est caractérisée par la présence d'un aiguillon sur la queue. Cette famille, elle est très riche en espèces. Et commençons par cette espèce, la Pastenègue marbrée d'Asiatis marmorata, caractérisée par ses marbrures donc bleuâtres et jaunâtres qui bigarrent le disque. C'est un Dasiatidé typique, caractérisé par cette forme rhomboïdale, la queue et l'absence des épines, la présence d'aiguillons au niveau de la queue, pas de nageoire. Donc, cette Pastenègue
C'est une espèce donc habitant le plateau continental sur des fonds de l'ordre de 100 mètres. Et l'envergure discale, il est de l'ordre de 70 cm. L'espèce suivante, c'est la pastenègue violette Pteroplaty trigonviolacea, donc caractérisée par une coloration, donc d'abord par un museau qui est presque arrondi. Donc, le disque, il est presque arrondi. La coloration de la face ventrale, elle est presque aussi sombre que la face dorsale. C'est la caractéristique de ce groupe. Et à la différence des autres pastenègues, cette espèce, c'est une espèce pélagique. L'espèce suivante, c'est la pastenègue épineuse, donc la pastenègue d'Asiatis centrora ou bien Patitochia centrora. En fait, il y a beaucoup de changements au niveau de la systématique. Les gens changent toujours et il y a toujours des actualités au niveau des travaux des systématiciens. Donc, cette espèce-là, elle est caractérisée par la longueur de la queue qui est égale au moins 2 fois celle du disque. Donc, voilà, ce sont deux individus de 2 espèces différentes. Celle en bas caractérisée, voilà la longueur de la queue qui ne dépasse pas une fois 1,5 fois 1,5 fois la longueur du disque, alors que l'Asiatis centrora, la pastenègue donc épineuse, elle est caractérisée par une queue qui est au moins 2 fois plus longue que la longueur du disque. Il n'y a pas de crête ou bien de repli membraneux au niveau des aiguillons. Et pourquoi cette espèce elle est nommée pastenègue épineuse? Parce que lorsqu'elle grandit, il y a développement de plusieurs donc, tubercules au niveau du disque épineuse et de même la présence d'une ligne médio-dorsale donc, au niveau de l'arrière des yeux jusqu'à l'extrémité l'extrémité de la queue. Donc, elle est donc épineuse, cette partie-là. Il faut noter qu'au niveau de la face ventrale, les bords sont un peu sombres. Et voilà, à la différence des autres pastenègues, les bords sont un peu donc clairs avec une coloration qui est jaunâtre, brunâtre, très claire par rapport à cette espèce-là. Cette espèce est une espèce benthique, donc qui peut atteindre plus que 2 mètres d'envergure discale. L'espèce suivante, c'est la pastenègue africaine, Tineurops grabatus. Cette espèce elle est caractérisée par un disque presque ovale ou bien arrondi. La queue, elle est donc courte et épaisse, présentant, voilà, c'est la partie, c'est un agrandissement de cette partie-là, présentant donc la queue, elle présente un repli membraneux sur la face ventrale. La coloration, elle est uniforme, donc brun à brun rougeâtre, mais chez les juvéniles, il y a présence de taches noirâtres. Donc voilà, c'est un spécimen juvénile présentant ces taches noirâtres. À fur et à mesure que le spécimen a grandi, ces taches donc disparaissent. C'est une pastenègue de grande taille qui peut atteindre plus qu'un mètre, 1,50 m d'envergure discale. Et c'est une espèce qui habite le plateau continental jusqu'à 300 mètres de profondeur. L'espèce suivante, donc… Est-ce qu'on peut faire une petite pause, docteur Samina, quelques secondes pour voir s'il y a des questions ou bien des commentaires à propos de tout ce qui est… Combien reste de pastenègues, Samira? Je pense encore 2 pastenègues. Donc, je propose de continuer avec les DACTD, puis donc on s'arrête à mon avis. Je ne sais pas ce que c'est là.
Juste, deux diapositives. Je vais entamer juste le reste de la famille d'Idasiatidés. Ensuite, vous avez la parole de poser n'importe quelle question. OK? D'accord, c'est parfait. D'accord. Donc, l'espèce suivante, c'est la pastèque commune. Donc, cette pastèque, elle est caractérisée par ce disque voilà losangique. Le museau, il est obtus, la queue enfouie, la face dorsale, elle est nue, sauf l'existence d'une rangée médio-dorsale de petites épines, et la coloration, elle est grisâtre à brunâtre. Donc, il faut faire attention ici lors des manipulations de n'importe quelle pastèque, et surtout cette pastèque-là, car nous avons remarqué en Tunisie qu'il y a une espèce qui est très, très proche, c'est la pastèque de Tortonaise, donc qui est très proche et qu'on a pu donc le décrire dernièrement. En fait, ce sont deux espèces très proches et je pense qu'il n'y a pas pourquoi cette espèce n'existe pas dans le golfe de Guinée. Peut-être il faut chercher. Elle n'est pas signalée, mais il faut faire attention. En fait, c'est une espèce du plateau continental habitant des fonds de l'ordre de 200 mètres. La famille d'Idasiatidés, elle est encore présentée par deux espèces très, très, très proches, la pastèque margherita et la pastèque margaritella. Ces deux espèces-là sont deux espèces qui furent longtemps confondues. Cependant, Dasiatis margherita est, comme son nom l'indique, est un modèle réduit de Dasiatis margherita. Mais voyons les différences entre ces deux espèces qui sont très proches. La première espèce, donc, d'Asiatis margherita, l'arrêt marguerite, elle est caractérisée par une forme ovale avec un museau qui est pointu. Et la caractéristique la plus importante de cette espèce, c'est la présence d'une perle au niveau du centre du disque. Ces perles-là agrandissent à fur et à mesure que les spécimens croient. La queue, elle est en forme de fouet et la coloration générale de ces espèces, elle est gris à brune. Cette espèce, elle atteint une taille maximale de 60 cm et la maturité sexuelle varie entre 30 et 34 cm respectivement chez les mâles et chez les femelles. J'ai noté ici la taille maximale et la taille de maturité sexuelle. En fait, les différences résident à ce niveau-là. Passons maintenant à Dasiatis margherita pour voir la différence. L'espèce, elle est caractérisée, cette espèce qui est donc le modèle réduit de la pastèque d'Asiatis margherita. Elle est caractérisée par un museau qui est un peu plus proéminent que la première, mais cette espèce, elle n'atteint que 30 cm d'envergure discale et la maturité sexuelle, elle est de l'ordre de 21 cm. Donc, en examinant le stade de maturité, on peut identifier chez l'espèce de grande taille, on peut identifier peut-être dans une gamme bien déterminée de taille l'espèce. La distinction entre ces deux espèces, elle est très difficile. Elle réside au niveau du nombre de rangées de dents, inférieures et supérieures, et au niveau du nombre des rayons pectoraux et, qui sont différentes entre ces deux espèces. Donc, vous pouvez maintenant passer à quelques questions et prendre une petite pause. Isla? Oui, je suis là. Les participants, vous avez la parole. Vous pouvez allumer vos micros pour poser les questions directement ou bien les mettre sur le chat.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, en attendant, moi, je vais poser une question. Docteur Samira, lorsqu'on est sur le terrain et qu'on veut photographier une espèce qu'on n'arrive pas à identifier pour identifier plus tard comment est-ce qu'on prend les photos, combien de photos est-ce qu'on prend, quelle partie on vise et tout ça. Bon, prendre des photos, il est toujours souhaitable de prendre plusieurs photos. Les photos en général du spécimen sur les deux faces, donc puisque les raies ce sont des spécimens donc aplatis dorso-ventralement, il y a des détails au niveau de la face ventrale, donc il faut prendre des photos d'ensemble au niveau de la face dorsale, de même au niveau de la face ventrale. Aussi, il faut prendre des photos pour des zones bien déterminées. Par exemple, pour les rhinopathies, si je vais revenir un peu en arrière, c'est très intéressant, par exemple, pour les rhinopathies, de photographier le museau, voir les rostres. Voilà, par exemple, ici, nous devons photographier cette partie-là au niveau des crêtes, c'est le museau. Donc, nous devons photographier les crêtes rostrales. De même, au niveau de la face dorsale, nous devons avoir des détails au niveau des valvules nasales. De même, la position des nageoires. La face ventrale, la coloration a une très importante, c'est un caractère très important, par exemple, pour la pastèque violette, qui a une coloration de la face ventrale qui est sombre. Donc, il suffit de photographier cette face. Ça va faciliter très bien l'identification de l'espèce. Donc, je conseille toujours de prendre des photos non pas des photos de groupe, c'est des photos de l'ensemble des spécimens avec des détails au niveau du museau, des narines, des spiracles. Donc, par exemple, pour les rhinobatidae, il est très intéressant de photographier les spiracles pour voir est-ce qu'il y a des denticules, est-ce qu'il y a des valvules ou bien des boutons, ou bien il faut voir si les spiracles sont donc lisses ou bien avec des boutons ou bien des valvules. OK, merci. Les autres participants ont la parole. S'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, la famille suivante, c'est dans le même ordre, donc ordre des myliobatiformes, c'est la famille des Rhinopteridae, la mourine échancrée. Échancrée, ce nom provient de cette échancrure qui se trouve au niveau de la tête de museau. Donc, la mourine, elle est caractérisée par un disque voilà, qui est losangique. La tête, elle est bien distincte du disque et le museau porte cette échancrure. La queue, elle est enfouée avec un aiguillon et une petite nageoire donc, dorsale et la coloration, elle est uniforme. Voilà donc l'échancrure qui est caractéristique cette famille. Cette famille, elle est représentée par une seule espèce, c'est la mourine échancrée. Ensuite, passons au dernier ordre, c'est l'ordre des ragiformes. Donc, présenté par plusieurs espèces, plusieurs familles, mais dans la zone du golfe du Guinée, c'est la famille des Ragidae qui est la plus répandue. Cette famille, elle est caractérisée par un disque qui est mince à bord aplati,
une queue qui mince et de longueur donc variable. Les nageoires dorsales sont très petites et la nageoire rudimentaire, la nageoire caudale, elle est rudimentaire. Pour cette famille, elle est la plus riche en espèces, mais je vais focaliser seulement sur 2 espèces qui sont les plus donc observées. En fait, cette famille-là, les individus de cette famille-là ne sont pas commercialisés et je vois pas les représentants de cette famille dans vos guides, mais de point de vue richesse en espèces, c'est l'espèce la plus riche en espèces, c'est la famille la plus riche en espèces partout dans le monde. Donc, commençons par l'arrêt miroir, Raja myralitus. Cette espèce, elle est caractérisée par un museau qui est court, par un dos qui est un dos et une queue couverte de denticules épineuses. Et il faut noter la présence d'un ancelle avec une coloration bleuâtre, bleu clair, cerclé de bleu foncé, puis d'un anneau jaunâtre ou bien orangé. Donc, cette espèce, c'est parmi les espèces les plus communes sur les côtes ouest-africaines tropicales. Ensuite, la tachetée, Raja stralini. Cette donc espèce elle est caractérisée par un disque qui est donc losangique. Le dos et la queue sont couvertes par des denticules épineuses, des fortes épines au-dessus des orbites. De même, la présence d'une rangée médio-dorsale depuis la nuque jusqu'à la première nageoire dorsale. Le dos, il est brun avec des taches et des points noirs argentés. Donc, c'est une espèce de profondeur. Elle peut atteindre jusqu'à 85 cm de longueur totale et elle est parmi les espèces les plus débarquées dans la zone. Maintenant, j'ai posé quelques photos. Ce sont des photos donc prises au niveau des parmi les photos donc partagées durant ce webinaire. Et donc, à vous la parole d'identifier les familles de ces individus. Participants, vous avez la parole. Vous pouvez allumer votre micro et parler directement. Et la question d'identifier, ce sont les photos qui ont été collectées au cours de votre inscription au webinaire. Et ici, la question d'identifier les espèces sur ces photos. Non, pas d'identifier les espèces, les familles plutôt. Donc, c'est pour commencer. On peut identifier, on peut remarquer la forme, par exemple, de ce spécimen. Donc, c'est un symbatoïde de forme squaliforme qui rappelle un peu les squatinidés, mais ce n'est pas un requin, puisque les fentes branchiales, ce sont au niveau de la face ventrale. Cette espèce a une forme squaliforme. Les nageoires dorsales sont bien en arrière par rapport aux nageoires pelviennes. Et donc, cette famille, c'est la famille des rhinobatidés, les poissons guitares. Les poissons guitares. Mais il reste maintenant à identifier l'espèce. Pour identifier cette espèce, donc, il est nécessaire de prendre des photos au niveau de la face ventrale, au niveau du museau, pour donc prendre des détails au niveau
de la structure du rostre, du museau. De même, il est intéressant de photographier la partie ventrale pour voir la structure des narines. Mais je pense que cette espèce, c'est le poisson guitare fouisseur Rhinobatos semiculus. La deuxième photo, elle représente un milieu batiforme, donc avec un corps qui est allongé. On peut bien voir que la caudale, elle est enfouée. Mais le plus intéressant, qu'on peut voir les échancrures au niveau de la tête. Et donc, cette espèce est sûrement c'est Rhinoptera marginata. La troisième espèce, c'est encore un milieu batiforme. Caractérisée, c'est spécifique cette espèce-là. Elle est caractérisée par la forme du disque, mais encore par la coloration donc brunâtre avec ces fameux ponctuations blanchâtres. Et cette espèce, c'est quoi cette espèce? C'est la famille d'Izaobatidae. Sans guideuse, c'est vraiment difficile de déterminer l'espèce. Oui, je pense que c'est une espèce donc, spécifique pour la zone ouest africaine, donc tropicale. Et je veux revenir un peu en avant. Donc, comme je viens de dire que c'est la famille des Aetobatidae, c'est Aetobatus narinari, c'est l'aigle de mer et léopard. Donc, voilà les caractéristiques de la famille. La présence d'un museau qui est très proéminent comme un bec de renard. La forme losangique du disque. La queue, elle est enfouée. Et donc, cette coloration qui est très bien identifiée et donc spécifique, caractéristique pour l'espèce. Pour maintenant, j'ai présenté l'essentiel des espèces donc présentes dans la zone et je vais passer maintenant à l'étude du régime alimentaire. Donc, pour étudier le régime... Oui? À vous la parole. Non. Je peux continuer? Docteur Béchi, peut-être vous coupez votre micro, il ne s'adresse pas à nous. Donc, maintenant, pour l'étude du régime alimentaire, nous avons besoin de savoir, pardon, voilà. Pardon, voilà. Pour l'étude du régime alimentaire, d'abord, il est nécessaire d'avoir une idée sur l'appareil digestif. L'appareil digestif, que ce soit pour les raies ou bien pour les requins, a la même structure. Donc, c'est un exemple d'appareil digestif pour un poisson guitare. Voilà, ici, c'est la partie antérieure du tractus digestif, donc l'œsophage. Ensuite, l'estomac et voilà l'intestin. La caractéristique des intestins des requins ou bien des raies, c'est la présence de ces valvules intestinales. Donc, comme vous remarquez bien que l'intestin, elle est courte, mais la présence de ces valvules intestinales vont agrandir la surface d'absorption alimentaire et donc c'est une caractéristique pour ce groupe de poissons. Donc, pour l'étude de régime alimentaire, nous allons donc ouvrir l'estomac seulement pour identifier les différents proies, puisqu'au niveau de l'intestin, les proies sont bien digérées et on ne peut pas identifier donc, ces proies-là. Donc, il est nécessaire d'ouvrir l'estomac, de noter
le nombre d'estomacs pleins, le nombre total d'estomacs examinés. Et donc, on a deux possibilités. Que ce soit, on va déterminer l'état de réplétion avec le calcul de coefficient de réplétion. Donc, le coefficient de réplétion, il est basé sur le nombre d'estomacs pleins sur le nombre d'estomacs examinés. Donc, c'est spécifique pour les requins. On calcule toujours l'état de réplétion par le coefficient de réplétion et non pas par le coefficient de vacuité. En fait, les requins ainsi que les raies, ce sont des espèces donc, qui ont toujours des estomacs qui sont pleins. C'est pour cela on considère toujours le nombre d'estomacs pleins et non les vides. À partir de ce coefficient, on peut déterminer on peut noter que durant les périodes où on a des estomacs vides, c'est une période, généralement, elle est en relation avec la période de reproduction. Disons, durant la période où les fœtus agrandissent dans les utérus, et ceci que ce soit pour les espèces vivipares placentaires ou bien aplacentaires, et même pour les espèces ovipares. Donc, quand les utérus sont bien remplis de fœtus ou bien de fécondés ou bien d'ovisacs, les femelles deviennent à jeun pour libérer un peu de l'espace pour leur progéniture. Donc, durant la période de gestation et surtout durant la fin de gestation, quand les femelles se préparent pour la mise bas, elles ne s'alimentent pas. Et nous allons trouver toujours des estomacs qui sont vides. Nous avons aussi besoin de déterminer la nature des proies et pour ce faire, il est nécessaire d'ouvrir les estomacs et identifier les différents proies. Nous devons calculer donc le pourcentage d'occurrence qui détermine donc le nombre déterminé à partir du nombre d'estomacs contenant, par exemple, un crustacé par rapport aux estomacs pleins. Donc, on va calculer l'occurrence, le pourcentage d'occurrence d'une espèce ou bien d'un groupe d'aliments pour avoir une idée sur les proies préférentielles d'une espèce donnée. Donc, c'est à partir de pourcentage d'occurrence qu'on peut déterminer les proies préférentielles ou bien secondaires pour une telle espèce. De même, on peut calculer le pourcentage en masse d'un groupe déterminé de proies I par rapport à la masse totale, ou bien le nombre total, pourcentage en nombre, et qui correspond au nombre d'un groupe de crustacés, de mollusques, de poissons par rapport au nombre total des proies pour une espèce donnée. Cela nous permet de calculer le IRI et le pourcentage en IRI%. Donc, ces différents indices permettent d'avoir une idée sur l'alimentation et, entre autres, sur l'écologie de l'espèce, la zone où ces espèces se trouvent. En fait, pour les juvéniles, généralement, on trouve que qu'ils s'alimentent de petits crustacés, de copépodes, des isopodes. Et donc, c'est en relation avec le milieu où ils se trouvent. Alors que chez les adultes, ils s'alimentent de proies plus actives, telles que les poissons. Et c'est en relation, d'une part, avec la zone où ils existent, donc l'écologie de l'espèce, et encore avec le développement, donc avec la morphologie. En fait, chez les adultes, ils sont plus capables à la prédation.
Pour l'étude de l'âge et de la croissance, pardon, on est appelé à prélever un nombre de vertèbres de la zone ventrale de chaque spécimen. En fait, la taille des vertèbres, elle est la plus importante au niveau de la partie ventrale. Donc, il est nécessaire de prélever de 8 à 10 vertèbres de cette zone-là. Et voilà la structure générale d'une vertèbre. La partie, voilà le centre, le focus, la partie, le canal neural et l'arc neural et l'arc émail. Cette partie, la totalité de cette partie doit être éliminée et en utilisant donc un scalpel. Ensuite, les vertèbres sont trempées dans une solution javelisée afin d'éliminer tout le reste des tissus conjonctifs. On sèche ensuite ces vertèbres-là à l'air libre et on les stocke à sec. Il faut effectuer des coupes fines sur ces vertèbres-là. Et pourquoi faire? Pour voir les anneaux de croissance. Voilà, c'est un exemple d'une coupe fine d'un vertèbre d'un poisson guitare présentant les anneaux d'arrêt de croissance. Mais c'est pas dans tous les cas qu'on peut étudier la croissance sur les vertèbres. Il y a des cas où il est impossible de voir ces anneaux de croissance sur les vertèbres. Donc, bon, avant de passer, on peut voir directement ces anneaux de croissance sans coloration, ou bien on peut avoir des problèmes d'identification de ces anneaux. Donc, on va pour des colorations. Donc, on peut utiliser plusieurs colorants pour individualiser les anneaux de croissance. On peut utiliser le rouge d'alizarine ou bien le nitrate de cobalt pour mieux individualiser ces anneaux de croissance. Pour les espèces où il est impossible de faire la lecture des anneaux, on peut recourir pour quelques espèces qui possèdent des épines, telles que la famille des squalidés, ou des études pour des épines. Donc, si les épines sont incluses dans la résine, ensuite, on va effectuer des coupes longitudinales avec des épaisseurs très faibles de 200 à 300 micromètres. Ces coupes sont polissées par le carburodome 600 et les coupes peuvent être lues sous un microscope en lumière transmise. Donc, le but des lectures au niveau des vertèbres ou bien au niveau des épines, c'est de voir les anneaux d'arrêt de croissance et de pouvoir marquer la place de ces anneaux-là. Donc, il faut connaître le nombre annuel d'anneaux d'arrêt de croissance ainsi que la période de dépôt. Et cela se fait par l'analyse des variations mensuelles de l'allongement marginal. Donc, il est intéressant d'avoir un échantillon de vertèbres saisonniers et qui couvre les classes d'âge des juvéniles et même des nouveau-nés jusqu'aux adultes pour pouvoir calculer l'allongement marginal et avoir une idée sur la période de dépôt, d'arrêt de dépôt des anneaux. En fait, par exemple, pour le poisson guitare, nous avons calculé l'allongement marginal qui est donc calculé à partir du mesure des rayons des distances donc qui séparent les anneaux d'arrêt de croissance du focus. Donc, ce calcul permet de montrer que l'allongement marginal, il est donc minimum durant les périodes les mois
la fin de l'été, début de printemps, août-septembre. Et donc, cela peut montrer que qu'il y a un seul anneau d'arrêt de croissance et donc un seul arrêt de croissance durant une année pour cette espèce-là. Et cet arrêt, il est situé au niveau de ces 2 mois. En fait, en revenant sur les résultats de la reproduction, cette période donc correspond à la période de mise bas chez les femelles. Et donc, il paraît que durant la période de mise bas, il y a arrêt de croissance. Chez plusieurs espèces de poissons osseux, l'arrêt de croissance peut s'effectuer en relation avec la présence ou bien la raréfaction de la nourriture. Généralement, durant l'hiver, il y a arrêt de croissance de plusieurs espèces de poissons osseux en relation avec l'alimentation. Et merci. Mais avant de passer à la discussion, je vais partager un petit vidéo. C'est un travail, donc c'est un travail commun au laboratoire. Vous voyez mon... Non. Samira, donc refaire le partage, Samira. OK, ça vient. Ouais, c'est ça. Durant 2018, nous avons effectué une formation en présentiel pour l'identification. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, une formation en présentiel au centre de l'INSTM à Sfax. Et donc, nous avons pu faire une première partie, l'identification des espèces, et en deuxième partie, donc, comment prendre les paramètres, collecter les paramètres biologiques et en relation avec la reproduction et le régime alimentaire. Donc, voilà, mon collègue Béchir Seydi, il est en train d'ouvrir un spécimen de Mystellus mystellus. Et voilà, il est en train d'expliquer la partie droite et gauche de l'individu. Ensuite, nous allons attendre un peu. Voilà, le spécimen, il est ouvert de cette façon-là. Maintenant, on peut voir qu'il est en train d'enlever l'appareil digestif. Donc, un peu. Voilà, le foie. Voilà l'utérus, ensuite l'estomac et l'intestin. Voilà les deux utérus, l'estomac, l'intestin et le foie. Il va maintenant enlever l'appareil digestif pour voir au niveau de l'œsophage. On coupe ici au niveau de l'œsophage. Et nous avons, voilà, l'appareil digestif, il est là. Ah bon, voilà l'intestin. Il va ouvrir l'intestin juste pour montrer les valvules intestinales qui sont très, c'est la caractéristique de ce groupe de poissons. Et on ne peut pas étudier le régime alimentaire à partir des intestins puisque les proies sont très bien digérées. Voilà. Ce sont les valvules intestinales. Voilà. Et ensuite,
il va ouvrir l'estomac pour identifier les proies ingérées par ce mustélus. Voilà, c'est un céphalopode. Je pense que c'est une sèche. Il est nécessaire donc d'identifier, de dénombrer et de peser ces proies pour avoir les données nécessaires pour les calculs des différentes composantes et indices, des différents indices qui permettent d'avoir des données sur l'écologie de l'espèce. Pour l'appareil reproducteur, donc voilà, on a deux utérus qui sont, c'est une femelle gestante, donc voilà, nous avons des fœtus à l'intérieur. Je vais voir ce qu'il y a. Bon, merci. Merci Ursula, j'ai terminé, donc à vous la parole. Merci beaucoup, Samira, pour cette intervention. Je passe la parole aux participants pour les questions, pour les commentaires à propos du webinaire. Vous pouvez activer directement votre micro pour parler ou bien mettre les questions sur le chat. Je vois une question qui arrive sur le chat. Je lis la question. Est-ce qu'on a des informations sur les capacités à remonter dans les eaux douces des raies? Il m'est arrivé d'être contacté pour une raie, je ne sais pas laquelle, qui a été pêchée dans le fleuve Ouémé à une quarantaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Y a-t-il donc ces espèces plus tolérantes aux eaux douces? Donc, le participant veut savoir si on rencontre certaines espèces de raies dans les eaux douces. Oui, nécessairement, il y a des espèces d'eau douce. Par exemple, le poisson-ci, Pristis, c'est un poisson-ci d'eau douce. Il peut faire les migrations entre les eaux des estuaires et les eaux saumâtres. Donc, il y a des espèces, mais réellement, je n'ai pas d'idée sur quelles sont les espèces d'eau douce exactement. Nécessairement, il y a plusieurs espèces, même d'eau douce, seulement d'eau douce, et non pas seulement tolérée. Il y a des espèces d'eau douce. Et je pense dans les grands fleuves, si vous avez l'opportunité d'étudier ça, ça sera génial. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, là j'ai une question pour les participants. D'accord. D'après donc les deux présentations que j'ai fait et celle de Madame Samira, je me demande quels sont les groupes ou les espèces les plus communs dans la région, quelles sont les espèces à importance économique dans la région. Deuxième question, y a-t-il des étudiants vraiment qui veulent faire des études sur ces espèces, soit sur leur biologie, sur leur pêche? Est-ce que les requins sont plus communs que les raies? Quelles sont les espèces à importance commerciale dans la région? S'il y en a donc ceux qui ont visité les marchés de temps à autre, s'il vous plaît.
OK. Les participants, vous avez la parole parce que vous êtes sur le terrain tout le temps, que ce soit pour les tortues marines ou bien pour les suivis des débarcadères. Certainement, vous rencontrez les espèces. Vous pouvez allumer votre micro pour parler directement. Allô, allô? Oui. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Samira, pour la présentation et la réponse à ma première question tout à l'heure. Et pour répondre à la question qui vient d'être posée, je ne vais pas répondre en mon nom, mais je vais répondre au nom de deux organisations qui ne sont pas représentées, je pense, dans la salle tout de suite. En Afrique de l'Ouest, je sais qu'il y a SEM, Conservation des espèces marines en Côte d'Ivoire, qui a actuellement qui a déjà mené une étude sur les raies en particulier, à l'embouchure du fleuve Dodo, donc sur l'aire marine protégée de Grand Bérébi, et qui a actuellement un projet de conservation de ces espèces sous financement. Donc ça, il y a une première initiative sur ça. Et il y a une deuxième initiative du côté du Bénin, portée par BIZ ONG, je pense qu'il n'y a pas de représentant ici non plus dans la salle, où ils doivent étudier justement la diversité à partir des prises de requins et raies sur le littoral béninois. Donc voilà les deux situations que je connais et que je peux vous aider à rentrer en contact si ça vous intéresse. OK, merci beaucoup, Damien. Les autres participants, on vous écoute. Samuel, tu as quelque chose à dire? Quelles sont les espèces qu'on retrouve d'après les présentations? Quelles sont les espèces qu'on retrouve, par exemple, dans les côtes de REDC? Est-ce qu'il y a les étudiants qui s'intéressent à l'étude des requins et des raies? Est-ce qu'il y a des espèces dans la zone? Ce sont Bien. Ici là. Ici là. Oui, Samuel. Oui, bon, en fait, moi, dans les présentations que madame a faites, j'ai vu mes images. J'ai retrouvé les images là. Hein? Alors, je crois que moi, j'avais donné ça à notre ami Ahmed. Hein? J'avais remis à Ahmed pour m'aider à l'identification. Ce sont des images que j'ai retrouvées là-bas. Alors, ce sont vos images. Oui. Ce sont vos images, donc dans le rapport je ne sais pas si c'est un rapport, et donc j'ai mis ces photos-là pour vous aider à l'identification des espèces, et je pense que j'ai déjà fait ça. Merci beaucoup, madame. J'espère que vous avez pris une note. Oui, j'ai vraiment été intéressé par ces webinaires parce que je me suis retrouvé avec mes images. Bon, nous continuons. En fait, nous ne sommes qu'à une phase préliminaire qui consiste à identifier toutes les raies et tous les requins que nous pouvons rencontrer au niveau de la côte, au niveau du littoral de Moanda. Pour la suite, bon, on verra avec les étudiants, les gens qui viennent faire des travaux de maîtrise, on verra ceux qui veulent s'intéresser. En tout cas, nous allons canaliser leurs aspirations. Mais d'ores et déjà, je remercie Madame Samira pour la certitude qu'elle vient de me donner que mes espèces ont été identifiées. Là, je suis déjà content. Merci beaucoup. OK, mais merci Samuel. Pour le cas du Cameroun, il y a quelques étudiants qui s'intéressent à l'étude des requins et des raies. Il y a également un projet, une association que je connais qui fait le suivi des requins et des raies sur la côte camerounaise. Pour les espèces, AMCO. Oui, AMCO. Oui. En fait, j'ai été invitée dans une soutenance de master encadrée par M. Jeribi Ahmed.
mais est effectué en collaboration entre AMCO et la faculté des sciences de Sfax, donc en Tunisie. Et l'étudiante m'a partagé une gamme, plusieurs photos prises sur les côtes camerounines. Donc, c'est très intéressant à voir ça. Et ces photos-là m'ont beaucoup aidé à explorer donc, le terrain tropical, donc africain. Ils sont en train de faire un travail très intéressant, mais il est intéressant avant de commencer de savoir comment identifier ces espèces pour ne pas donc avoir des données donc que ce soit biologique, que ce soit dans les statistiques, donc des données donc aberrantes, donc non pas en relation avec les espèces valides. OK, d'accord, merci. Comme les présentations sont finies, les participants, vous pouvez activer vos vidéos, vos micros et parler. C'est le dernier webinaire, c'est la dernière étape avant de se séparer. Samira. S'il vous plaît, Samira, j'avais une question sur le chat là. Vous n'avez pas lu apparemment. Une question sur le chat, peut-être vous pouvez la lire. Oui, j'avais un souci lorsqu'on parlait de l'identification du régime alimentaire d'un individu. Lorsqu'on a ouvert le ventre de l'espèce tout à l'heure au niveau de la vidéo, on a essayé d'identifier les différents constituants qui étaient dans l'intestin. Je voulais donc savoir si, concernant la matière liquide, devrait-elle être analysée et le contenu doit être considéré comme faisant partie également du régime alimentaire, ou alors devons-nous seulement nous limiter à la matière solide lors de l'analyse? Guy Bangodo. OK. Donc, d'abord, il faut noter que l'étude du régime alimentaire s'effectue à partir des estomacs et non pas des intestins. Les proies au niveau des intestins sont très digérées et il est impossible d'identifier les proies. Donc, c'est seulement au niveau des intestins où on peut identifier des estomacs, pardon, des estomacs qu'on peut étudier le régime alimentaire. Donc, il est nécessaire d'identifier les proies et il arrive que dans quelques cas, on ne peut pas identifier. On peut peut-être dire que c'est un téliostien, c'est un crustacé, c'est un céphalopode et pas plus que ça. On ne peut pas, selon l'état de digestion. Donc, on quantifie les proies, on les identifie, il est nécessaire de dénombrer et de peser. Pour le liquide, quand il est sous forme de très liquéfié, comme de l'eau, il n'est pas nécessaire, et c'est pas nécessaire de le considérer. Mais il arrive souvent de voir des proies qui sont en état de digestion avancée. Et donc, il est nécessaire de quantifier, de peser sans arriver à identifier les proies ou bien à les dénombrer. D'accord. Merci. OK. Il y a une question sur le chat. Une question sur le chat. OK, je regarde. Pourquoi les RAGD n'ont pas un intérêt commercial ou ne sont pas commercialisés? C'est à vous de répondre, hein? C'est pas moi. Hein? C'est pas un problème. Je pense que la situation sur ces côtes-là, elle est encore, la biodiversité, elle est encore en bon état.
Il y a une grande diversité des requins, des myobatiformes, des asiatidés. Peut-être que ces espèces-là n'ont pas de valeur commerciale ils portent des épines, le disque il est très mince, il n'y a pas beaucoup de chair, c'est pourquoi il n'est pas... De même, la taille. Donc, la plupart des ragidés sont de petite taille. Donc, je pense que c'est pour cela, c'est pourquoi ces espèces sont rejetées. OK. Je ne vois plus de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? S'il n'y a plus de questions, on va devoir clôturer le webinaire. Mais peut-être avant, je vous prie d'allumer vos caméras pour qu'on puisse prendre une photo de groupe. Ceux qui peuvent. Bonjour, professeur Moustapha. Bonjour, ça va? Ça va bien. Quel est votre nom? Ursula Kumbo, la coordinatrice du Rastoma. Pas mal de messages, mais on n'a pas eu l'occasion de se revoir, de se voir dans des meetings. Enchanté. Ouais, justement. OK. Je vois encore 2 mains levées. C'est une erreur ou bien c'est pour des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. OK. Je remercie une fois de plus tout le monde pour votre participation à ces webinaires. Je pense que M. Nejmeddine, il est en train de lever la main. Pardon? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bien. Oui, oui. Quelques questions, s'il vous plaît. Oui. Je me demande quelles sont les espèces qui sont les plus sensibles d'être disparaître et quelles sont les espèces les plus robustes qui n'ont pas un risque d'être disparaître. Et une autre question pour la dernière étape de ce webinaire, les coefficients à calculer. Est-ce que les animaux ont plusieurs estomacs à calculer et à voir quel est l'aliment dans ces estomacs? Donc, pour répondre à la première question, je pense que on ne peut pas dire qu'une espèce elle est plus robuste à l'extinction ou bien à être... Donc, les élasmobranches, raies ou bien requins, ce sont des espèces qui sont très, très fragiles vu leurs caractéristiques biologiques très sensibles. La faible fécondité, la croissance lente, la longueur la maturité sexuelle tardive, ainsi que ces caractéristiques-là les rendent très, très, très sensibles. Avec l'exploitation excessive, avec le bycatch, avec le finning, je pense que la plupart des espèces sont en risque donc de surexploitation et donc d'extinction. Peut-être les espèces qui sont les plus demandées, que ce soit pour l'exploitation des ailerons ou bien pour leur chair, ce sont les espèces les plus donc impactées et les plus donc ils sont sujets à ces problèmes d'extinction. De même, il est nécessaire de notifier que les espèces côtières, les espèces qui sont les plus, donc, qui entrent directement et les plus, qui entrent en interaction avec les engins de pêche, ce sont les espèces qui sont donc les plus en danger. Pour la deuxième espèce, ce sont des coefficients. Par exemple, le coefficient de vacuité, il est calculé comme si c'est le nombre d'estomacs vides pour une espèce donnée, par exemple le poisson guitare, fuisseur. J'ai travaillé sur 500 spécimens.
Sur ces 500, il y a 400 estomacs vides et donc le reste rempli, le reste plein. Donc, le coefficient de vacuité, il est calculé comme suit, le 400 sur le 500. Mais pour les autres indices, par exemple, l'indice d'occurrence, c'est-à-dire l'occurrence, la présence d'un proie donné, par exemple, la Sechsipia officinalis, dans l'estomac de l'espèce étudiée, par exemple, le poisson guitare fouisseur, j'ai examiné 500 estomacs. Dans ces estomacs, j'ai identifié 3000 proies et parmi ces 3000 proies, il y a 320 Sepia officinalis. Donc, le taux d'occurrence de ce proie-là est calculé comme suit, le 300 sur les 3000 et quelques proies identifiées. C'est de cette façon-là qu'on calcule les différents indices alimentaires. OK, merci. Ça va pour les questions. Je crois que Monsieur Najmuddin lève les doigts, je crois. Il a une question, suggestion. Je pense que c'est une erreur, sa main est levée depuis. Oui, Également. Depuis longtemps, mais c'est pas grave. Donc, je profite pour féliciter Samira pour cette présentation très claire. Elle a fait un effort vraiment très, très fort donc, pour avoir ces idées-là, pour donner une image sur la faune des requins et des raies, surtout dans cette zone. Et peut-être le seul point, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Ouais. Le point le plus qui reste donc pas bien élucidé, peut-être c'est le problème de l'asiatisme Margarita et Margaritella. Donc là, il n'y a pas, paraît-il, donc des distinctions, des caractères distinctifs palpables donc pour ces deux espèces. Donc reste que la taille de ces espèces qui peut les différencier, mais je trouve que c'est peu. Donc peut-être il faut creuser davantage donc sur l'identification de ces espèces. Pour les espèces là très menacées qui risquent d'être éteintes, donc il y a la classification de l'IUCN, comme on l'a expliqué le premier webinaire donc sur le statut des branches. On a montré qu'il y a l'UICN donc qui fait une classification donc des espèces vulnérables en danger critique, tout ça. Donc et peut-être celles qui sont en danger critique donc vont vraiment s'éteindre donc rapidement si on n'arrive pas à réduire donc les menaces telles que le becquage, la pêche intensive. Donc, et puis pour la consommation des RJD, donc ça dépend des cultures, ça dépend des pays. Donc les RJD sont consommés dans plusieurs pays, donc ils font des plats très prisés donc dans certains pays. Donc ça dépend de la culture des pays. Voilà, donc je remercie tous les participants à ce webinaire et je remercie les organisateurs donc, qui nous ont permis de faire cette formation, donc qu'on espère donc l'enrichir par une formation en présentiel. Donc, et merci pour tout le monde, merci Ursula donc, pour avoir donc, animé ces webinaires. Et voilà, Tunisie, France, c'est toujours match nul. Premier temps, c'est nul. J'attends le résultat. On espère. On va gagner, on va gagner.
Merci beaucoup. Ok, OK. merci. Merci beaucoup, professeur. Un autre commentaire concernant une mise à jour sur la menace des requins et des raies. Il y a une décision qui vient d'être prise à la COP, je ne sais quelle COP, c'est une COP CITES. C'est une COP CITES qui inscrit désormais 54 espèces si je ne me trompe pas, 54 espèces de requins et de raies à l'annexe 2 de la CITES. Ça veut dire que les quotas d'exploitation et d'exportation sont désormais régulés. Maintenant, ce sera à chaque participant d'aller regarder quelles sont ces espèces. Est-ce que ces espèces se retrouvent dans nos eaux et tout ça? Et voir ce qu'il y a à faire avec les pêcheurs et les États pour améliorer le statut dans nos différentes nations. Donc, je pense, j'ai une petite question donc pour les participants. Est-ce que vous avez un commerce international, que ce soit des chairs de requin ou bien d'ailerons de requin chez vous? Au Cameroun, je n'ai pas connaissance. Nous, en RDC, dans les années avant 2000, il y avait vraiment beaucoup de gens qui venaient acheter des nageoires de requins parce qu'on ramenait des grands requins pour couper les ailes. C'était fait aussi au vu de tout le monde. Aujourd'hui, je ne vois plus ce spectacle horrifiant. Aujourd'hui, je vois plutôt les pêcheurs qui rentrent avec des gros requins pour vendre auprès des femmes. Bon, on consomme la chair chez nous, la chair des raies et des requins. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais les commerces des ailerons, là, je ne vois presque plus. Donc, Okay. je pense que les espèces inscrites dernièrement dans l'annexe 2 du CITES, ce sont des poissons guitares. Je ne suis pas sûre que des espèces, mais ce sont 4 espèces. J'ai déjà dit que les poissons guitares, ce sont parmi les espèces les plus menacées partout dans le monde. Et ce sont 4 espèces je pense, de poissons guitares inscrites, et je pense que quelques espèces existent chez vous et même chez nous. Mais ça ne concerne que le commerce international et non pas le commerce ou bien le commerce local, la consommation locale ou bien le commerce local. OK. En Afrique de l'Ouest, il y a un des participants qui en parlait la dernière fois, au Bénin et à Bosé et au Togo. Ce commerce, ça existe, le commerce des ailerons de requins. Ça existe encore très bien et ça se passe au vu et au su de tous. Donc, certainement, il y a des choses à faire là-bas. Pardon? Bon. C'est quoi? Je peux ici intervenir là? En quoi? Oui. Ouais, je disais que de notre côté ici du Gabon, donc à Gamba et la ville de Mayumba, il se passe une pêche inégale de requins et ces éperons et les vessies sont vendus sur le plan international. La même chose, vous serez programmé les mêmes jours. Ouais. Quel jour l'examen se passe quel jour? Et donc, j'ai fait une étude pendant 6 mois dessus et j'ai des photos qui montrent bien comment les gars pêchent artificiellement les requins et soutirent les éperons et les vessies à l'intérieur qui font sécher pendant une bonne période. Et après, ils remplissent dans des sacs et ça monte sur Libreville pour la vente inégale. OK. Quelles sont les espèces? Bon, les espèces, c'est pratiquement les requins, mais comme je viens d'apprendre comment les identifier, mais avec les photos, je pourrais envoyer à Ursula et comme ça, elle pourra vous montrer et pour mieux les identifier. D'accord, merci. C'est bon pour tout le monde? Ouais, et même les raies actuellement sont observées en bordure de plage en grande quantité. Et il se pourrait qu'il y a de la pêche en haute mer
Et après, il récupère au fait la partie dorsale des raies et le reste, c'est jeté vers les plages. Et j'en ai ici des photos et je veux peut-être envoyer ça à Ursula et elle pourra voir. OK. Ouais, sur des rapports, hein. J'ai des rapports et je vous ferai voir ça dans mes rapports. Partagez ces informations. OK, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez encore des questions et des commentaires, vous pourrez les envoyer par mail. Je remercie particulièrement Dr. Samira, Dr. Béchier, le professeur Bradaï, Avec plaisir. d'avoir accepté d'animer ces webinaires au bénéfice de nos 3 réseaux. En Afrique, notamment WASCON, en Afrique de l'Ouest, Rastoma, en Afrique centrale et NASNET en Afrique du Nord. C'était à la demande des membres des associations parce que sur le terrain, ils vont sur le terrain, ils collectent les données sur les tortues marines, ils rencontrent les espèces de requins et de raies. Il n'y a pas de loi ou de législation dans les pays concernant les requins et les raies. Et puis, l'idée, c'était dans un premier temps de pouvoir identifier en dehors des tortues marines, les espèces de requins et des raies, vu leur menace, vu leur statut de conservation dans les pays. Donc, on espère déjà avoir répondu à cette question et on espère également pour ceux qui ont suivi les webinaires que vous allez les valoriser au niveau de vos associations. La prochaine étape, certainement, sera de construire ensemble un protocole de suivi des débarcadères, par exemple, pour pouvoir déjà identifier les espèces au niveau dans vos zones de travail et voir dans quelle mesure on pourrait construire un projet de conservation de ces espèces-là en Afrique atlantique. On espère également qu'on pourrait organiser cette formation en présentiel dans la limite des moyens disponibles pour pouvoir palper les espèces et pour pouvoir reconnaître facilement parce que ce n'est pas toujours aisé de faire ça en ligne. Et justement, la formation en présentiel, ça va déboucher automatiquement sur un projet commun de collecte des données de base sur les espèces, par exemple. Merci une fois de plus d'avoir participé. Je vous enverrai dans les prochains jours certainement un questionnaire d'évaluation de ces webinaires. Et comme on l'a dit depuis le début, on va produire les certificats pour ceux, je rappelle, qui ont participé aux 3 webinaires. Dans le questionnaire que je vais envoyer, vous allez renseigner les informations concernant la certification et également les présentations et les webinaires sont enregistrés. Nous allons trouver un moyen de les partager avec vous aisément pour que vous puissiez les exploiter au sein de vos organisations. Une fois de plus, je vous remercie et j'espère que ça va continuer, que vous allez valoriser ces formations au sein de vos associations. Merci. Au revoir et bonne nuit. Merci, Au revoir, bonne soirée à tout le monde. et à la prochaine. Bye bye. Bye bye à tous. Donc, on se verra. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci tout le monde. Merci.